Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Salon Parèche pour cette nouvelle édition de Sans Filtre, le rendez-vous politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèches de nous accueillir une nouvelle fois. Je salue son président Bernard Serin qui est parmi nous et son directeur Lionel Ollinger. Permettez-moi aussi de saluer nos partenaires, l'Union des entreprises de Moselle. Bonjour André Bousser. Orange, avec sa déléguée régionale, Patricia Lecoq, bonjour madame, et l'artisan horloger joaillier Bianchi, bonjour Alexandre. Je salue également notre partenaire audiovisuel Wise Vision, puisque comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Elle fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Chaque mois, j'ai donc le plaisir d'interviewer devant vous une personnalité politique locale, régionale, sur son actualité, sur les grands enjeux économiques et politiques du moment. Aujourd'hui, pour clore cette première saison de Sans Filtre, nous accueillons Franck Leroy, président de la région Grand Est. Bonjour Franck Leroy. Bonjour. Tout va bien, bien installé? Très bien. Au comptoir? Très bien. Franck Leroy, nous sommes aujourd'hui mardi 19 décembre 2023. Et le mardi 20 décembre 2022, il y a exactement un an, pile poil, j'allais dire, oui, vous étiez invité à une visioconférence avec les autres vice-présidents de la région. Et lors de cette visioconférence, vous avez appris que le président de la région de l'époque, Jean Rotner, allait remettre sa démission et se retirer de la vie politique régionale, nationale. Un an après, d'abord quelques jours après, le 13 janvier, vous étiez élu président de région. Donc là, un an tout juste après, vous avez pris possession de ce mandat. Après avoir exercé ces 365 jours, j'allais dire, à la tête de la région, est-ce que vous comprenez mieux la décision de l'époque de Jean Rotner? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que ce sont des choix personnels qu'il a fait, et mon rôle n'est pas d'interpréter ces choix personnels. En tout cas, j'avais perçu que la pression qu'il subissait, y compris sur le plan familial, était un élément important de sa décision. Donc c'est une décision qui reste à mes yeux éminemment respectable. Et il y a un peu plus d'un an, en réalité, je le savais, puisque je l'ai su 2 jours avant. 2 jours avant, alors. Tous mes collègues étant premier vice-président et ayant grosso modo 48 heures pour me décider. Donc ça a été un moment assez particulier. J'avais prévu, pour tout vous dire, des vacances de Noël plutôt tranquilles, et elles ont été tout sauf tranquilles, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été une secousse importante dans ma vie. Un an après, qu'en est-il? Bah, écoutez, là aussi, je ne suis pas le mieux à même de le dire, mais personnellement, ça va bien. J'ai le sentiment d'être entré assez vite dans cette fonction alors que je ne m'y étais pas du tout préparé. Mais peut-être que consciemment ou inconsciemment, le fait que Jean Rotner m'ait associé à toutes les décisions importantes prises depuis 2021 en ma qualité de premier vice-président a sans doute facilité la chose. Quelque part, j'ai bénéficié sans le savoir d'une sorte de formation qui m'a grandement aidé. J'ai été un petit peu gêné les 6 premiers mois par une hernie discale tenace qui est maintenant derrière moi. Et donc maintenant, j'ai la plénitude de mes moyens pour assumer cette responsabilité importante et passionnante. Alors, on va rester encore quelques instants sur cette période d'il y a un an. À l'époque, vous aviez dit, en janvier, lorsque vous avez été élu, que vous essayerez d'être plus raisonnable que lui dans sa gestion du temps, notamment. Est-ce que vous réussissez à être raisonnable dans cette gestion du temps, gestion de l'espace qui est compliquée, qui vous fait être aujourd'hui avec nous, demain certainement à l'autre bout de la région? Alors j'ai un certain nombre d'avantages par rapport à lui, objectivement parlant. C'est demeurant à Épernay, je suis plus proche de Paris qu'il ne l'était. Parce qu'effectivement, être président de région, c'est assez souvent à Paris, parce qu'en fait, on est dans un pays qui reste très centralisé. Beaucoup de décisions se prennent dans les cabinets parisiens, auprès d'entreprises dont le siège est à Paris. Et donc, le fait d'être à 1h15 de Paris, c'est un avantage. Lui venait de Mulhouse. Pour le reste, j'essaie d'optimiser mes temps de parcours, de faire en sorte d'être le plus possible dans le train, parce que c'est là qu'on peut le mieux se reposer et le mieux travailler. Le TGV est vraiment idéal pour ça. Et puis j'essaie de faire en sorte, et je vais introduire de nouvelles évolutions dans le déroulement de mon mandat à partir de la rentrée, de séjourner plus longtemps sur un seul et même territoire. Par exemple, aller passer 3 jours dans la Meuse, 3 jours en Haute-Marne ou ailleurs, ou 3 jours évidemment en Moselle. Ça me permettra d'aller plus en profondeur sur les sujets, de rencontrer plus d'acteurs, parce que sinon on donne le sentiment d'être toujours en mouvement et en fait finalement de perdre énormément de temps dans les transports au détriment des rencontres humaines, des découvertes qu'on peut faire sur les territoires, et Dieu sait que nos territoires sont riches en découvertes. Donc c'est une nouvelle séquence qui va commencer, que vous annoncez. Oui, on va essayer d'introduire ça à partir de janvier. Voilà. Donc est-ce que ça va être ça maintenant? Alors je prends une expression qu'on entend dans les couloirs de la région, la Leroy Touch, essayer d'imprimer cette marque-là. Je ne suis pas à l'origine de cette marque, je ne sais pas si elle est déposée, mais en tout cas c'est
c'est Christophe Saugereau qui a lancé cette idée. Voilà, chacun a son style, et un style, ça s'invente pas. Je veux dire, j'ai toujours été comme je le suis, j'ai toujours été un élu local, proche des élus locaux et très attentif au développement des territoires. J'ai un contact plutôt assez facile. Maintenant, j'ai aussi très certainement beaucoup de défauts. Mais encore une fois, je ne peux pas me placer pour en parler. Je pense qu'il faut plutôt interroger celles et ceux qui me côtoient au quotidien. Et puis on va vous interroger aujourd'hui aussi pour voir, non pas faire le bilan, il ne sera pas exhaustif, on ne peut pas en 45 minutes, 1 heure faire le bilan d'un an de manière exhaustive. On va aborder quand même quelques têtes de chapitre, j'allais dire. Et on va commencer par la mobilité. Alors, la mobilité, parce qu'évidemment c'est une des compétences fortes de la région et parce qu'on a un peu d'actualité quand même sur le sujet. Vendredi, le ministre des Transports Clément Beaune est venu ici à Metz signer avec vous et avec la préfète de région le contrat de plan État-région. Une grande partie est consacrée au ferroviaire. Je crois que c'est à peu près 70% qui revient au ferroviaire. Il a aussi parlé de la 31 bis. On va commencer par ça, parce que c'est un sujet quand même ici, vous le savez bien, qui nous est cher et qui nous intéresse, la 31 bis. Donc ça y est, l'État a donné sa préférence, contournement ouest de Thionville, en souterrain en dessous de Florange, concédé. Est-ce que vous nous rappelez si c'est une solution qui vous paraît raisonnable, qui vous satisfait? Oui, on avait déjà pris position sur le sujet. Ça nous satisfait pleinement parce que, c'est efficace. Deuxièmement, ça évite d'avoir trop de perturbations sur le plan écologique, puisque le tunnel version profonde va épargner en quelque sorte les nuisances d'une autoroute pour les riverains de ce secteur. Et puis, c'est une étape supplémentaire dans la nécessité de développer cet axe. Je m'étonne d'ailleurs que le Rassemblement national vote contre ce genre de décisions qui ont pour objectif de désengorger la Lorraine dans son ensemble, et notamment ce couloir de circulation intense qui est entre Metz et Luxembourg, autour de Thionville. Donc c'est une avancée incontestable. Nous avions forcément quelques craintes parce que le ministre avait annoncé que tous les projets autoroutiers en cours ne verraient pas le jour. En l'occurrence, on est dans la bonne pile et c'est extrêmement important. Et c'est une avancée pour la Lorraine et pour la Moselle en particulier. Il y en aura d'autres, puisque notre objectif à nous, c'est bien de travailler sur nos deux jambes, c'est-à-dire d'une part le ferroviaire et d'autre part le routier, en l'occurrence l'autoroutier. Pourquoi? Parce que l'intensité du trafic vers le Luxembourg démontre qu'un seul mode de transport ne serait pas suffisamment efficace, que nous devons avancer évidemment tant sur le plan ferroviaire avec une montée progressive de la capacité d'emport de manière à permettre à toutes celles et ceux qui veulent utiliser le train d'aller au Luxembourg ou de revenir du Luxembourg le plus simplement possible, mais en même temps de travailler sur l'aspect autoroutier, ce que contestent les Verts de notre Assemblée, alors que de toute évidence, aujourd'hui la grande majorité du trafic est routière, ça restera le cas demain. Dans notre contrat de plan État-région, on n'oublie pas les routes. Vous pouvez comprendre cet argument des Verts qui peut être aussi celui de la population, dire là on parle énormément évidemment de transition énergétique, de décarbonation de l'économie, pour autant on construit une autoroute sur laquelle, dans un premier temps en tout cas, il y aura évidemment des véhicules qui mais la route peut être écologique. C'est la pratique de la route qui peut ne pas l'être. C'est-à-dire que si effectivement on continue d'avoir dans toutes les voitures une seule personne, ce qu'on appelle l'autosolisme, ce n'est pas une bonne pratique sur le plan climatique, sur le plan des gaz à effet de serre. En revanche, si on a une voie dédiée au covoiturage ou au bus à haut niveau de service, ça change tout. Parce que d'abord, en ayant plus de monde par voiture, on diminue le nombre de voitures, donc on améliore l'empreinte carbone. Et demain, si on adopte la formule du bus à haut niveau de service, qui est rapide, qui est collectif, qui est extrêmement performant, là, pour le coup, on change la donne. Donc, quand on parle de route, on ne parle pas forcément de mettre plus de voitures sur les routes, mais des véhicules plus adaptés aux contraintes climatiques. Justement, la 31 bis, ce nouveau tronçon devra accueillir justement ces nouveaux modes de transport, favoriser le covoiturage. L'avenir, c'est la multimodalité dans les transports. C'est évidemment les transports décarbonés, mais c'est aussi des usages nouveaux de la route qu'il nous faut développer. Ça peut être en milieu rural le covoiturage, ça peut être des formules de transport à la demande souvent bien adaptées au territoire, quelle que soit leur taille. Ça peut être demain effectivement des cars express ou des bus à haut niveau de service. Ça peut être aussi toutes ces pratiques nouvelles autour des mobilités actives qui font que ça fonctionne dans les pays qui nous entourent. Et curieusement, ça ne fonctionne pas chez nous, probablement parce qu'on a une approche un peu erronée du sujet. J'ai eu l'occasion, il y a 2 mois maintenant, d'aller avec une trentaine de représentants d'agglomération, voir le modèle de transport alternatif en Belgique. Tout le monde était scotché par le niveau de performance de ce service, par le bien-être et par les gains en termes de pouvoir d'achat. Et la différence, je pense que la question des transports, elle est aujourd'hui centrale.
C'est quoi la recette belge que vous avez En l'occurrence, c'est des villes un peu de la taille de Metz, mais je sais que Metz fait beaucoup d'efforts autour des mobilités actives, et je salue François Gordidier qui est présent ici, qui font qu'aujourd'hui, en Belgique, sur des villes qui ont les mêmes contraintes, alors peut-être un peu plus plates que Metz, mais qui ont une part de transport par le vélo entre 30 et 35%. Là où Strasbourg, qui est leader en France, peine à arriver aux 17%. Où là, une ville comme Nice, qui est beaucoup plus au sud, donc a priori avec des conditions climatiques, est à 2%. Donc la décarbonation de nos transports, c'est bien entendu les grandes liaisons, la 31 et 31 bis en font partie, mais c'est aussi, en termes de performance, la circulation dans les villes et dans les métropoles. De ce point de vue, les services express métropolitains tels qu'ils se dessinent, le choix des mobilités alternatives à travers des mobilités actives, vélo, marche à pied, etc., c'est extrêmement performant sur le plan environnemental. Et il en ressort, et je vous invite à y aller, un bien-être du côté des habitants absolument incroyable, une tranquillité, une qualité de l'air, une meilleure santé des habitants qui font qu'on arrive à cocher à peu près toutes les cases. Alors, c'est pas adaptable partout, il faut faire preuve de beaucoup de pragmatisme, mais je pense qu'il faut offrir véritablement une batterie de solutions pour relever ce défi climatique et en même temps ce défi qui est un défi d'aménagement du territoire. Quand on voit aujourd'hui que les territoires ruraux se plaignent à juste titre de manquer de solutions de transport et se sentent donc isolés par rapport au reste. On va revenir sur les territoires ruraux, juste pour revenir sur la 31 bis, la maîtrise d'ouvrage est celle de l'État. Est-ce qu'à un moment donné, il pourrait y avoir un passage de relais et que la région prenne la maîtrise d'ouvrage du projet Alors, c'est pas prévu. L'État a enclenché sa procédure. Il faut être très attentif qu'un éventuel changement de relais, comme vous l'évoquez, pourrait être de nature à fragiliser les procédures administratives en cours. Donc, à mon avis, la concession sera faite par l'État et c'est sans doute plus sain et plus sûr juridiquement parlant, parce qu'il ne faudrait pas qu'évidemment quelqu'un vienne casser cette procédure qui est très attendue par ses résultats par l'ensemble des Mosellans. Mais j'allais dire, peu importe que ce soit l'État ou la région qui soit à l'initiative de la concession, pourvu que ce projet se fasse. Je dis ça parce que la région va prendre en main la 31. Enfin, alors la région va prendre en main un certain nombre d'axes, dont la 31 bis au sud également de Metz, la route nationale 4 et RN 44. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on attend vainement des investissements massifs depuis des années, pour ne pas dire depuis des décennies. Il se trouve que la loi climat et résilience nous donne l'opportunité d'opter pour la mise à disposition de ces routes nationales au bénéfice de la région, non pas pour regarder les voitures passer, mais pour engager un travail de modernisation de cet axe. Et la levée possible de l'écotaxe nous donne cette possibilité. Il faut savoir qu'on est dans une région tout à fait particulière, qui ne ressemble à aucune autre, puisqu'on a 750 km de frontières, et tous les pays qui nous bordent, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, pratiquent l'écotaxe. Alors l'écotaxe, c'est un péage pour le péage. Un péage pour les poids lourds, uniquement pour les poids lourds, en fonction du degré de pollution de ces poids lourds, de la motorisation de ces poids lourds. C'est une pratique qui est unanimement saluée en dehors de nos frontières, qui a été très contestée en France il y a une dizaine d'années, grosso modo. La contestation venant de Bretagne, qui ne s'estimait pas dans la même situation géographique que d'autres régions, ce qui était assez juste. Le Parlement avait opté quasiment à l'unanimité pour cette réforme qui a été malheureusement abandonnée. Les bonnets rouges, hein, c'est ça Les bonnets rouges. Les bonnets rouges sous François Hollande. Et notre intérêt à nous, c'est clairement d'opter pour cette solution, parce que, c'est la solution pour nous permettre d'accélérer la modernisation de cet axe. Chaque particulier, chaque professionnel aujourd'hui perd un temps fou sur l'axe A31 compte tenu des embouteillages permanents qu'il y a. Si demain on modernise cet axe, on y ajoute une voie supplémentaire, on libère du temps pour tout le monde et on améliore le confort, la sécurité des usagers, notamment ceux qui covoitureront ou ceux qui demain utiliseront des bus à haut niveau de service. Le deuxième avantage que j'y vois, c'est que, étant donné qu'une grande part du trafic poids lourd qui passe sur cet axe est un trafic étranger, la réalité, c'est que c'est principalement, pour ne pas dire essentiellement dans certains secteurs, des poids lourds étrangers qui vont payer cette taxe. Donc ça veut dire que nos infrastructures de communication vont être modernisées par une contribution payée parfois sur certains tronçons à 70 ou 80% par des poids lourds étrangers. Ce qui ne nous empêchera pas, nous, d'aider les transporteurs régionaux. On s'est engagé en ce sens. La difficulté, c'est comment on fait la distinction. Nous, on peut aider les transporteurs. Comment ne pas pénaliser nos propres transporteurs ou nos propres entreprises en surenchérant en les aidant à faire évoluer leur flotte de véhicules. Et puisque nous avons
les aides économiques à notre disposition, nous allons pouvoir mettre en place des aides qui vont permettre à nos transporteurs d'être aidés à chaque fois qu'ils vont évoluer vers des modes de transport plus vertueux, en l'occurrence des changements de motorisation, et plus le degré de pollution des véhicules sera faible, plus la charge de l'écotaxe sera faible. Donc il y a vraiment une dynamique vertueuse à créer. Parce que pourtant ça coince, je crois, avec la Fédération des transporteurs de marchandises. Non, mais ils s'inquiètent, et on peut les comprendre, parce que la perspective d'une taxe ne réjouit personne en général. Mais on bénéficie également du soutien d'un certain nombre de secteurs économiques qui, eux, ont tout intérêt à ce qu'on améliore la circulation sur cette axe extrêmement important. Axe accidentogène, sur la RN4 et RN44, c'est l'un des axes les plus dangereux de France, et puis les pertes de temps sur la 31. Donc notre intérêt collectivement, c'est d'y aller, et en même temps de soulager les transporteurs régionaux en indiquant, aide à l'appui, qu'à chaque fois qu'ils feront évoluer leur flotte de camions, on pourra les accompagner dans ce travail de verdissement de la flotte qui leur permettra de payer moins de taxes et pour lequel ils seront aidés par la région. Alors, à quand les premiers investissements de la région sur la 31 et à quand l'écotaxe? Alors, l'écotaxe, le transfert, la mise à disposition sera effective au 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans un an et 13 mois exactement. Et nous allons très vite commencer à étudier les secteurs qui vont faire l'objet de travaux. Et parallèlement, nous mettrons en place le dispositif de l'écotaxe qui ne ressemble plus à ce qu'il a été il y a 10 ans avec ces portiques qu'on aperçoit encore. Tout se fait maintenant par géolocalisation des camions, donc très précis. Et donc, il y a grosso modo 2 ans et demi, 3 ans de mise en œuvre. Donc, ça veut dire que début de l'écotaxe autour de 2028, fin 2027-2028, à quelques mois près, je ne suis pas capable de vous dire exactement la date aujourd'hui. Encore un mot sur le routier, après on passera au ferroviaire. Donc on a parlé de la 31 bis qui concerne le nord de l'infrastructure. Concernant ce qui se passe au sud de Metz et même sur la traversée de Metz, pour l'instant rien n'est acté, rien n'est programmé. On sait que ça coince aussi de ce côté-là. Est-ce que ça va être la priorité des travaux? Tout cela fera partie des réflexions qu'on devra avoir avec l'ensemble des acteurs locaux, départementaux, pour programmer les travaux sur cet axe. Cet axe, il va jusqu'à Toul, potentiellement. Pour programmer les travaux, on a estimé que les recettes de l'écotaxe ou de l'éco-redevance pourraient nous permettre de faire jusqu'à 1 milliard de travaux. Donc 1 milliard, ça fait quelques kilomètres. Sur, évidemment, l'axe nord-sud, mais également sur l'axe est-ouest que j'évoquais tout à l'heure. Donc à nous maintenant d'engager ce travail, parce que certains tronçons sont plus critiques que d'autres, pour faire en sorte qu'on retrouve davantage de fluidité sur cet axe, qui est encore une fois un axe essentiel pour la Lorraine et pour le Grand Est. Passons au volet ferroviaire, parce que c'était justement ce pourquoi notamment était venu le ministre des Transports. Donc on parle énormément du service express régional métropolitain, le fameux, on appelait ça avant le RER métropolitain, maintenant c'est donc le SERM, c'est comme ça? Oui, service express régionaux métropolitain. Pourquoi service? C'est parce que derrière la notion de service, il y a aussi la multimodalité, c'est-à-dire que des SERM, il en existe un à Strasbourg, on parle toujours de la dimension ferroviaire, mais c'est aussi des cars express, c'est aussi des articulations avec les mobilités actives, c'est aussi du transport à la demande potentiellement, et c'est donc bien l'articulation d'un système de services de transport autour d'une métropole, en l'occurrence une métropole un peu particulière, puisque l'axe Metz-Luxembourg, c'est en fait une succession d'agglomérations extrêmement importantes, caractérisée par une intensité des transports très forte. Donc c'est vraiment un SERM très particulier. J'ajoute également qu'on a un partenaire de l'autre côté de la frontière qui s'appelle Luxembourg, qui finance avec nous un certain nombre d'investissements. Et donc, on sera très certainement sur une catégorie de services express régionaux métropolitains un peu particulière par rapport à ce qui a pu exister à Strasbourg ou ce qui se fera ailleurs. Donc l'enjeu est important, en termes d'objectifs, je crois que c'est de passer de 9 000 passagers au quotidien à 22 000. Oui. Alors à l'horizon en plusieurs phases. En plusieurs phases, ça va se faire d'ici à 2030, donc c'est pas tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même les principales phases et les principaux, peut-être, ce qui va arriver le plus vite et ce qui va nous permettre d'améliorer au plus vite le quotidien? Alors comment fait-on pour passer effectivement à 22 000 passagers? C'est premièrement plus de trains, des trains plus longs, donc des quais plus longs, et les travaux des quais sont en cours et sont achevés sur certaines gares. Une capacité donc par train supérieure avec des trains à 2 étages qui vont arriver à partir de 2024, avec des trains qui sont en capacité de se succéder aux heures de pointe toutes les 7 minutes, ce qui veut dire des systèmes de régulation du transport très performants.
Ça coûte énormément d'argent, c'est pas visible pour les usagers, mais croyez-moi, les normes RTMS, normes européennes, sont exigées, ce genre de choses. Ça veut dire évidemment revoir toute la signalisation des trains, sachant qu'entre ces trains qui se succéderont aux heures de pointe toutes les 7 minutes, passeront des TGV ou des trains de fret. Donc on a vraiment une intensité de transport sur cette ligne qui est sans doute unique en Europe. D'où la difficulté de la tâche. Ça veut dire aussi un centre de maintenance à Montigny-lès-Metz ici, dans lequel nous avons été avec François Grosdidier cet été. Là aussi des investissements considérables, cofinancés par le Luxembourg, qui montrent bien que l'ensemble des acteurs de cet axe de transport, qu'il soit mosellan, qu'il soit meurthe-et-mosellan, qu'il soit luxembourgeois, sont véritablement concernés par cette perspective. Alors, c'est vrai que ça nécessite du temps, mais dès qu'on parle de ferroviaire, on est sur du temps long. Mais en même temps, il est important de pouvoir, à travers un contrat de plan État-région, montrer le cap que nous voulons suivre, parce que ça rassure les acteurs, les investisseurs, quels qu'ils soient, différents niveaux de collectivité, et puis les industriels, puisque c'est aussi du travail, comme pour les routes, du travail pour les entreprises de travaux publics de nos territoires. Donc évidemment, fixer le cap, tenir les échéances, c'est l'objectif que nous sommes fixés. Et puis il y a quand même l'opérateur qui est la SNCF. Alors opérateur qui est SNCF Réseau notamment. Voilà, on imagine un train tous les 7 minutes, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de qualité d'exigence au niveau de la qualité de service qui là aussi ça a l'air d'être... Enfin, ça va pas oui, et puis un nouvel acteur qui va très certainement nous rejoindre, qui est la Société des Grands Projets, anciennement Société du Grand Paris, ouais. Qui a acquis autour de Paris une véritable expertise en la matière et qui va être aussi un élément, un aiguillon. C'est d'assistant à maîtrise de... Oui, on est en train, pour tout vous dire, de travailler avec la Société du Grand Paris actuellement, avec la SNCF et SNCF Réseau pour justement imaginer l'ingénierie, l'organisation, le management de ces travaux, pour gagner du temps dans les études, être en capacité d'en faire plus, alors qu'on sait très bien que les capacités de travail de SNCF Réseau en termes d'ingénierie sont limitées, de manière à pouvoir accélérer, enchaîner les phases, parfois être en capacité de faire plusieurs choses en même temps, ce qui n'était pas toujours facile avec SNCF Réseau, mais l'idée c'est d'être beaucoup plus performant pour gagner du temps et arriver le plus vite possible à l'objectif voulu, c'est-à-dire une capacité d'emport bien supérieure par rapport à aujourd'hui. Donc là, normalement, c'est tout le sillon qui va y gagner en attractivité. Et on a une vraie révolution sur les transports à faire. Aujourd'hui, les transports, les mobilités, c'est essentiel pour le pouvoir d'achat, parce que rien n'est plus cher que l'utilisation de la voiture à titre individuel avec les prix de l'essence, que c'est essentiel en termes d'attractivité, parce qu'aujourd'hui, dans le scope des entreprises, il y a aussi le transport de leurs salariés. Donc aujourd'hui, tout le monde souhaite et rêve d'améliorer la performance globale de l'entreprise en matière de transition écologique. C'est essentiel pour l'aménagement du territoire, parce qu'on a bien vu qu'avec 40 ans de TGV, qui en a profité, ce qu'on a appelé les villes TGV, et toutes les autres ont plutôt vu leur offre de transport décliner. Donc on a vraiment des enjeux aujourd'hui, y compris au niveau de l'empreinte carbone de déplacement, qui font que les infrastructures de communication doivent revenir au premier plan de nos préoccupations, avec d'autres sujets évidemment, et de ce point de vue, la venue de Clément Beaune était à mon avis très positive, et l'annonce qui a été faite a été assez spectaculaire pour marquer un peu les esprits. Alors c'était spectaculaire, alors je disais, ça concerne surtout le sillon, et dans le contrat de plan État-région sur l'aspect ferroviaire, ça concerne pas essentiellement, mais surtout le région, le sillon. Et il y a des voix qui s'élèvent dans le département, ici en Moselle, notamment son président Patrick Weiten, qui lui aurait bien aimé aussi qu'il y ait un peu d'argent qui viennent pour les petites lignes, notamment les lignes qui irriguent la Moselle et la Moselle-Est, avec notamment un projet qu'il aurait aimé revoir en être de ses cendres, j'allais dire, la ligne Trèves, Bouzonville, Thionville, Luxembourg. Et là, on sent que vous n'êtes pas justement sur la même ligne, sans faire de jeu de mots, c'est-à-dire que pour l'instant, vous dites c'est pas fléché, il y a d'autres choses plus urgentes, et lui, c'est pas son point de vue. Non, je suis pas en accord avec lui quand il dit qu'il suffit d'eux. Parce que la question des transports est une question très engageante sur le plan financier et que des études sont nécessaires. Il se trouve que les études pour ouvrir aux passagers cette ligne, elles sont inscrites dans le contrat de plan État-région. Mais il y a quand même quelques obstacles. On a une zone Céveso dans laquelle le transport passager n'est pas autorisé aujourd'hui. Donc il faut obtenir la levée de l'État liée à l'existence d'un périmètre Céveso. Et puis deuxièmement, il faut analyser les pratiques de nos concitoyens. Ça nécessite des études très fines, parce qu'on ne remet pas des trains comme ça, on n'achète pas des trains sur simplement le feeling au doigt mouillé. Il faut valider que demain, les habitants de la ligne et il suffit d'ouvrir la ligne et puis les clients, les usagers...
L'expérience que nous avons démontre que c'est facile en théorie, en réalité c'est beaucoup plus complexe. Parce que les Mosellans de l'Est Mosellan ont pris des habitudes de transport. Pour certains d'entre eux, très vraisemblablement qu'une offre de transport ferré serait un atout. Pour d'autres, c'est pas forcément évident. Et puis, si on amène tout le monde sur la gare de Thionville, comment fait-on pour faire entrer ces personnes dans les TER qui arriveront de Metz, qui sont complets quand on est à Thionville? Cette dimension-là ne doit pas échapper à notre capacité d'analyse. C'est la raison pour laquelle on a besoin de mener des études, parce qu'effectivement, si demain on amène des trains supplémentaires à Thionville, alors qu'on n'est pas capable d'assurer la poursuite du parcours entre Thionville et Luxembourg, il y a un vrai problème et tout le monde dénoncerait notre incohérence si on partait dans cette voie à la va-vite. D'où la nécessité d'engager des études. C'est déjà une étape importante. Et c'est notre intention dans le cadre de ce contrat de plan. Vous dites quoi, Patrick Weyten, patience, oui, non, mais calmons le jeu. Voilà, chacun dans ses responsabilités. La responsabilité de transport, c'est la nôtre. C'est pas le département. On prend le problème très au sérieux. On est prêt à travailler, il le sait parfaitement et j'aurai l'occasion de le voir sans doute tout à l'heure, d'ailleurs dans une réunion. Voilà, on a de très bonnes relations. Mais le monde des transports est un monde complexe. C'est un monde qui engage la collectivité très fortement, tant sur les infrastructures que sur les moyens de transport eux-mêmes, les trains. Voilà, on ne s'aventure pas trop vite dans une direction comme celle-ci sans avoir la certitude qu'une offre comme celle-ci va rencontrer son public. Sinon, c'est du gaspillage d'argent public, on n'est pas là pour ça. Mais est-ce que vous entendez quand même l'argument de dire, bah voilà, on met le paquet sous le sillon, c'est nécessaire, mais du coup, il y a peut-être, il n'y a pas que le sillon dans le Moselle. Non, mais j'entends ce discours, évidemment. Est-ce qu'on n'abandonne pas la Moselle-Est, quoi? Non, en aucun cas. Mais aujourd'hui, on est aussi lié à des engagements qu'on a pris avec le Luxembourg notamment, qui ont été signés. On doit s'y tenir. La priorité pour le Luxembourg, c'est l'axe Metz-Luxembourg. On sera au rendez-vous. Maintenant, si on peut développer des transports alternatifs par la route, par le covoiturage, par les mobilités actives, par des trains sur d'autres parcours, oui, à condition qu'on ait l'accord aussi des Luxembourgeois qui, eux, considèrent que l'axe ferroviaire, il n'y en a qu'un, c'est celui que je viens d'évoquer à l'instant. Donc un mot sur le Luxembourg, il y a un changement de Premier ministre récemment. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un changement de doctrine, j'allais dire Je ne pense pas, parce que le développement du Luxembourg, il est inscrit depuis un certain temps dans une trajectoire extrêmement impressionnante. Il se trouve que le vice-premier ministre sera l'ancien Premier ministre Xavier Bettel, qui est très attentif à ce sujet et qui en plus a pris dans sa délégation la délégation de la grande région, c'est-à-dire les relations avec la Sarre, le Rhénanie-Palatinat et le Grand Est et la Wallonie. Donc ça va être un acteur pour nous extrêmement intéressant, très motivé par le sujet, très concerné par le sujet parce qu'il y a apporté sa touche personnelle lorsqu'il était Premier ministre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous et c'est l'assurance en tout cas d'avoir en face de nous des interlocuteurs très attentifs. Encore sur le ferroviaire, et ça fait le lien automatiquement avec la transition énergétique, la région a passé des premiers appels d'offres pour avoir des trains à l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est l'ambition et aussi à quel rythme on va voir arriver sur nos lignes ces trains-là? On est toujours dans la décarbonation de nos transports. On a malheureusement beaucoup de petites lignes, des lignes qu'on appelle de desserte fine du territoire qui n'ont pas de caténaire, donc pas d'alimentation électrique. Il faut donc avoir des modes de transport alternatifs et a été passé il y a quelques années maintenant des commandes pour des trains à hydrogène qui devront donc circuler avec une empreinte carbone bien meilleure. Je crois aussi beaucoup, et c'est ce qui se dessine notamment dans le Moselle-Est, entre le Moselle-Est et l'Alsace, pour l'expérimentation de ce qu'on appelle les trains légers, qui sont des trains sur batterie, donc fonctionnement des trains électriques, qui n'ont pas besoin de caténaire, mais simplement une alimentation dans certaines gares, notamment en bout de ligne. Et ces projets sont aujourd'hui développés. Il en existe une petite dizaine à l'échelle nationale, avec notamment des offres régionales extrêmement intéressantes. Et j'espère qu'à la fin de l'année 2024 ou au tout début de l'année 2025, on pourrait voir les premiers trains de ce type évoluer à vide, parce qu'il y a un temps d'homologation qui est important sur ces trains, ce qui nous permettrait d'avoir avant 2028 les premières lignes commerciales, ce qui marquera aussi le renouveau du train dans la ruralité. On a évoqué tout à l'heure très brièvement le sujet. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, on a beaucoup fait pour la métropolisation et c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier les territoires qui se sentent oubliés. Les territoires qui sont oubliés, c'est les territoires ruraux qui ont vu les services publics disparaître ou reculer, ont vu l'offre commerciale disparaître, ont vu les lignes fermées.
il y a parfois 30 ans, il y a parfois 10 ans. À nous maintenant de redonner un espoir à ces territoires en montrant que les solutions de transport sur lesquelles on investit les concernent directement. Et ces trains légers qui sont à peu près de la longueur d'un bus, qu'on peut assembler en 3, 4, 5 unités, sont une solution. Ils ne vont pas forcément très vite, 110, 120 km/h, mais ça suffit largement sur des lignes rurales. Ils sollicitent moins l'infrastructure, donc moins de travaux. Ils sont propres parce que l'empreinte carbone en fonctionnement est nulle et les coûts d'exploitation sont très inférieurs à ce qu'étaient ceux des trains précédemment. Donc c'est à travers ce message des trains du futur un espoir qu'on donne à la ruralité et on sera au rendez-vous dans la région Grand Est. Et ils sont exploités par la SNCF toujours? Alors non, pour l'instant ils ne sont pas exploités, ils sont en cours ils seront exploités par la SNCF. En cours de conception. Et cette conception, par exemple, l'entreprise L'Or Industrie qui est installée en Alsace travaille avec la SNCF, donc c'est des coproductions avec en termes de référence technique, évidemment une association de la SNCF de manière à ce qu'il n'y ait pas demain un concepteur de train qui n'adapte pas ses trains à la réalité d'infrastructure. Et nous avons bon espoir qu'avant la fin 2028, ces trains fonctionnent pour les premiers dans notre région. D'abord parce qu'ils sont fabriqués par une entreprise régionale qui a beaucoup de talent, et deuxièmement parce que ça peut être une solution extrêmement concrète pour la ruralité à laquelle nous pensons. Je parlais de la SNCF parce que la région avait été une des premières à être candidate à ouvrir à la concurrence certaines lignes. On sait que ça marche pas tant que ça, enfin l'ouverture en tout cas, c'est pas que ça marche pas, mais en tout cas la SNCF, et c'est bien, tant mieux pour elle, remporte souvent les appels d'offres, donc il n'y a pas vraiment de mise en concurrence. On en est où en région aussi? Il y a une mise en concurrence, simplement la SNCF résiste. Tant mieux, parce que toutes les expériences qui ont été faites, il y avait un colloque d'ailleurs au Sénat hier auquel j'étais, montrent bien que l'ouverture à la concurrence dynamise, suscite de l'émulation, et que même quand c'est la SNCF qui l'emporte, l'économie est de 25 à 30%. Donc ça n'est pas rien. Il y a en fait deux SNCF. La SNCF, quand elle est en situation de monopole, c'est un bloc solide, difficilement, enfin très peu transparent, reconnaissons-le, avec lequel on peut travailler, et c'est parfois difficile de travailler. Je pense que tous mes collègues présidents de région ou mes prédécesseurs en ont fait l'expérience, mais on arrive quand même à travailler. Et puis il y a la SNCF quand elle est placée en situation de concurrence. Et là, c'est plus la même SNCF. Elle est beaucoup plus réactive, beaucoup plus agile, beaucoup plus dynamique. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est avoir un partenaire, que ce soit la SNCF ou un autre, qui soit dynamique, entreprenant et réactif. Si c'est la SNCF demain, tant mieux. Si ce n'est pas la SNCF, pourvu que ce soit un opérateur qualifié, disposant de toute l'expérience, ça nous va très bien. Il y avait une ligne normalement qui était prévue être... Oui, c'est toujours prévu. C'est la ligne Contrexéville, dans les Vosges, la ligne 14, qui est ouverte. Alors, elle est un peu particulière, puisque là, on a fait un appel d'offres en demandant à l'entreprise qui sera sélectionnée de faire à la fois les travaux d'infrastructure et en même temps d'exploiter la ligne. Ce qui est un peu hors norme par rapport à tout ce qui s'est fait en France. Mais on a eu l'aval de la Commission européenne sur le sujet. C'est ce qu'on appelle l'intégration verticale. Donc c'est un groupement d'entreprises qu'on aura en face de nous, sans doute des entreprises des travaux publics, puisqu'il va falloir remettre cette ligne aux normes, et en même temps un exploitant qui sera un exploitant privé, à moins que ce soit l'offre de la SNCF qui soit retenue. En tout état de cause, on attend ce résultat avec beaucoup d'impatience. Et on aura d'autres lignes qui demain seront ouvertes à la concurrence de la même manière, parce que là aussi, pour rouvrir des lignes, il faut qu'on ait une gestion extrêmement dynamique de ces lignes. Si la SNCF est en capacité de le faire, ça me va très bien. Si c'est pas elle, c'est pas elle. Mais en tout cas, peut être que sur la réouverture de nouvelles lignes, on ne va pas faire ça sur le sillon. Alors, pour l'instant, le choix que nous avons fait, nous, c'est de travailler sur le sujet le plus délicat, qui est la fermeture des lignes rurales, qu'on veut, et on veut inverser la tendance. Et là-dessus, David Valence, notre président de la commission, et Thibaut Philippe, le vice-président, ont fait un travail remarquable. Et ce qui sans doute nous caractérise en région Grand Est, c'est qu'on va miser sur ces petites lignes, la réouverture de cette petite ligne étant à la fois un signal extrêmement fort en termes d'aménagement du territoire et un vrai pari. Parce qu'on pensait dans ces territoires que le train c'était fini, qu'on ne reverrait plus jamais de train. Le pari que nous faisons, c'est de ramener du train en milieu rural demain. On va refermer peut-être provisoirement le chapitre des mobilités, même si on pourrait encore avoir énormément de questions et de sujets à aborder. Une des grosses compétences, c'est évidemment l'économie, l'emploi, la formation. Mais je voudrais dire un mot aussi, vous nous disiez, vous, plutôt un mot sur les investissements industriels. Ces dernières années, le Grand Est avait plutôt le vent en poupe. On a accueilli de nombreux projets industriels. Est-ce que vous sentez encore cette dynamique toujours présente? Est-ce que vous êtes confiant pour 2004-2025?
pour que voilà, la région continue à être une terre d'accueil industriel et notamment d'investissement étranger? Alors le Grand Est est sur une bonne dynamique pour plusieurs raisons. Notre ouverture à l'international rassure terriblement les investisseurs qui savent qu'en venant en France, en l'occurrence dans le Grand Est, ils ont quelque part un pied en Europe à travers les marchés luxembourgeois, allemands ou belges. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Deuxièmement, on est une terre d'industrie. On le revendique. On n'a pas honte d'avoir de l'industrie chez nous. Et l'industrie est une solution pour nous, elle n'est pas un problème. Et demain, le verdissement par l'industrie de notre existence, nos modes de transport, notre système énergétique est aussi un atout important. On est aujourd'hui la région qui incorpore dans son mix énergétique le plus d'énergie renouvelable. Donc on a comme ça un certain nombre d'atouts. Il faut reconnaître que du côté de l'État, un travail conséquent et extrêmement important a été fait par le président de la République lui-même. Il a changé l'image de la France à l'étranger. Il suffit d'aller en dehors de nos frontières pour s'en rendre compte. Deuxièmement, Business France est une structure extrêmement efficace, extrêmement réactive, qui nous permet d'aller accrocher des investisseurs qui jusqu'ici n'allaient pas forcément en France. Et depuis 4 ans, la France est le pays le plus attractif sur le plan industriel. Donc à nous de surfer sur cette vague, à nous d'y apporter notre contribution. On l'a fait sur Holosolis, on l'a fait sur le projet Parcs à Saint-Avold. Voilà, on n'a pas réussi à avoir... C'est presque 2 milliards d'investissements, toutes industries confondues. Et ce qui me plaît beaucoup en plus dans cette forme d'industrie, c'est que c'est de l'industrie de demain. D'un côté, on va faire du recyclage du plastique à Carbios, à Parcs, et on va être leader européen du recyclage plastique à 100% et recyclage illimité. De l'autre côté, sur Holosolis, on va devenir la première terre de production de panneaux photovoltaïques de conception 100% européenne. Voilà, ça c'est des industries qui vont compter demain parce que l'accompagnement de la transition énergétique et écologique, c'est aussi d'être en capacité demain de faire de l'économie circulaire, de produire une énergie différente, une énergie propre. Et si on devient leader en la matière, c'est une carte maîtresse. Alors c'est dommage, on n'a pas réussi à avoir certaines gigafactories dans le domaine de l'industrie, de la filière automobile, parce que voilà, on a vu que ça s'est structuré plutôt dans les Hauts-de-France, même si on a évidemment notamment le groupe Stellantis présent. C'est un regret pour vous, ou est-ce qu'on peut encore essayer de tirer d'une manière ou d'une autre? Non, on a encore de belles cartes devant nous. Cartouches à tirer. Les Hauts-de-France ont été quelque peu avantagés par leur situation. La centrale de Gravelines, la présence de la Manche à 2 pas, évidemment, c'est un atout incontestable. Maintenant, si la batterie, et le président de la République l'avait annoncé, sera plutôt l'apanage des Hauts-de-France, la question de l'hydrogène pourrait très bien être une question propre à l'Est de la France. Le président l'a d'ailleurs annoncé. Et on travaille actuellement sur des gisements extrêmement prometteurs d'hydrogène blanc dans notre région qui devraient aussi un peu changer la donne, nous permettre d'être à la fois sur le parcours de l'hydrogénoduc européen qui partira du sud de l'Europe et qui remontera vers l'Allemagne et qui nécessairement traversera notre région, d'être en capacité aussi de produire de l'hydrogène vert dans notre territoire. On a des atouts pour ça incontestables, d'être en capacité aussi demain d'extraire et de produire de l'hydrogène blanc, ce qui devrait très certainement faire de l'hydrogène une des cartes maîtresses du Grand Est dans les années qui viennent. C'est important parce que notre système énergétique devra se passer, on le sait, des produits d'origine pétrolière ou fossile, et donc il faut trouver des énergies alternatives, mais ça vaut également sur d'autres sujets. Je pense à la bioéconomie demain. La bioéconomie, c'est quoi? C'est de faire en sorte que demain, la biomasse, donc les dérivés de l'agriculture, soient en capacité, par la chimie verte, par les produits biosourcés, de remplacer des produits aujourd'hui d'origine pétrolière. Ça, ce sont des atouts qui sont liés à la force de notre agriculture, et c'est un ensemble de solutions qui vont nous permettre progressivement de décarboner nos existences. Autre sujet, et je suis désolé, on ne fait peut-être que survoler certains sujets, mais l'heure tourne. L'emploi, la formation, donc on sait que voilà, on n'est pas proche du taux de plein emploi, mais on a l'impression en tout cas que la France vit en plein emploi avec ces difficultés de recrutement que connaissent tous les dirigeants d'entreprise. La région s'active fortement sur le sujet, mais qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? C'est quoi les ambitions sur 2024-2025 pour aider encore un peu plus les entreprises à trouver les talents dont ils ont besoin? Alors, je pense qu'il faut qu'on travaille d'abord avec les filières professionnelles. Deuxièmement, les jeunes d'aujourd'hui ont changé. On s'en est aperçu au lendemain du Covid, mais on sent que les attitudes changent. Beaucoup de jeunes souhaitent donner un sens à leur vie à travers leur travail.
C'est la raison pour laquelle ils boudent certaines entreprises trop associées au monde de l'énergie fossile et aujourd'hui vont vers d'autres carrières. Donc à nous de les attirer, à nous de leur montrer et d'offrir de nouvelles filières de formation dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine du nucléaire, qui est amené à connaître un renouveau et qui est une énergie bas carbone. Donc il faut absolument travailler dans cette direction-là. Il faut aussi travailler, à mon sens, dès la troisième, qui est la période cruciale en termes d'orientation. On se rend compte aujourd'hui, quand on analyse la jeunesse d'aujourd'hui, que pour beaucoup de jeunes, notamment issus de milieux modestes, ils connaissent en tout et pour tout 8 à 10 métiers. Et je pense que le stage de troisième doit devenir un moment clé dans la vie de ces jeunes. C'est le moment où on doit ouvrir le champ des possibles et leur faire découvrir des métiers nouveaux. L'industrie a des atouts formidables à faire connaître en la matière. C'est une industrie qui paye bien, le pouvoir d'achat est supérieur dans l'industrie que dans les métiers des services, et qui va participer demain à cette grande aventure qui est la construction d'un monde décarboné. Et voilà, il y a peut-être des messages à passer, il y a les fédérations professionnelles à mobiliser, il y a des employeurs à mobiliser. J'en ai un dans mon territoire que je cite souvent, Axon Cable, une société qui est présente dans le câble, y compris dans le cœur artificiel ou sur le petit véhicule qui circule sur Mars aujourd'hui. Quand on voit cette entreprise qui est capable d'attirer 4 classes de collège pendant une semaine avec les professeurs de l'entreprise, de les faire rêver sur toutes les avancées industrielles, et bien derrière, ils sèment des graines et à la sortie du bac, ces jeunes-là, ils viennent naturellement vers cette entreprise parce qu'on les a fait rêver sur l'industrie. Je pense qu'ici, il y a des industriels, Bernard Serin en est, qui est parfaitement capable, à travers les métiers que déploie son groupe, de faire rêver ces jeunes. Et plus on les attirera vers l'industrie, industrie qu'on a longtemps considérée comme polluante, sale, illustration d'un monde du XXe siècle, mais pas du XXIe siècle, on a besoin très, très fortement de l'industrie et que l'industrie peut faire rêver nos jeunes demain. Et via l'industrie, ces jeunes peuvent apporter leur pierre à l'édifice de la construction d'un monde décarboné. C'est l'un des enjeux majeurs que nous avons. Donc il y a un travail gigantesque à faire. Et puis il y a développé des cartes régionales de formation, des schémas régionaux de formation qui vont faire évoluer pas mal de formations. Reconnaissons qu'aujourd'hui, on a des formations qui conduisent majoritairement les jeunes vers le chômage. Est-ce que c'est encore entendable ? Est-ce qu'on ne doit pas travailler avec le monde professionnel à l'échelle des bassins d'emploi pour transformer certaines des formations, pour en inventer de nouvelles, de manière à garantir un avenir professionnel à nos jeunes? Les entreprises en ont besoin, la jeunesse aussi. Donc vous parliez d'enseignement, d'éducation nationale. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a présenté la semaine dernière, il y a quelques jours, une nouvelle ambition, son nouveau projet. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment, alors, à vous peut-être sur l'uniforme à l'école, où vous avez peut-être votre position à partager, mais sur les autres thèmes qui sont notamment de rendre plus compliqué peut-être le redoublement, accepter d'avoir une moindre réussite au brevet ou au bac. Certains jugent ça nécessaire, d'autres jugent ça un retour en arrière, ringard. Quelle est votre position ? Je pense qu'il faut être pragmatique et à la fois inventif et pragmatique. Je pense qu'il faut tenter des expériences nouvelles dans l'éducation nationale parce que je ne crois pas aux structures centralisées où tout vient d'en haut et s'impose à tout le monde. On a des territoires différents, on a des jeunes qui ont des aspirations différentes et tout ce qui pourra créer de la nouveauté. On voit que le monde de l'intelligence artificielle arrive. Le monde de l'éducation ne peut pas être totalement insensible à ce qui est en train de se passer. Donc il va falloir, à mon avis, faire de l'éducation nationale un lieu d'expérimentation et j'approuve totalement Gabriel Attal dans sa volonté d'être plus exigeant en termes de formation et de résultats. Pourquoi ? Parce que on est dans un monde de plus en plus complexe. La compétitivité se jouera beaucoup sur les savoirs, sur les connaissances, sur les aptitudes mentales et intellectuelles de nos jeunes, et que la stratégie qui a consisté à une époque à considérer qu'on devait amener tout le monde au baccalauréat sans tenir compte du niveau réel du baccalauréat qui a souvent baissé par rapport aux générations précédentes, a certes permis d'ouvrir notre jeunesse à l'enseignement supérieur, et c'était nécessaire, mais en même temps, cette baisse du niveau, elle inquiète. Les classements PISA sont là pour le démontrer. On a besoin aujourd'hui de retrouver le niveau de l'excellence, parce que la compétitivité internationale de la France se jouera beaucoup sur les savoirs et sur les capacités de notre jeunesse. Donc je trouve que c'est un bon ministre de l'Éducation nationale, en tout cas ses débuts sont réussis. Le plus dur l'attend parce qu'on sait très bien que c'est dans la durée qu'il est difficile d'aller jusqu'au bout dans ce ministère, d'autres l'ont démontré avant lui. Je pense qu'il a beaucoup de qualités en la matière, que ce mélange de pragmatisme et d'exigence est probablement un cocktail intéressant, en tout cas tout ce qui pourrait être dans le sens
d'une plus grande exigence en termes d'éducation. Vous voyez, à l'échelle d'une région comme la nôtre, quand on a décidé de mettre à disposition de chaque jeune un ordinateur, je trouve qu'on a fait un grand pas dans la familiarisation et la vulgarisation au bon sens du terme de l'informatique, parce que c'est un outil, un langage que les jeunes doivent maîtriser. Quand on a mis à la rentrée dernière l'accès à l'internat à 1 €, on a ouvert le champ des possibles. Je pense qu'il faudra encore aller plus loin dans les années qui viennent pour faire en sorte que tous les jeunes comprennent que l'éducation, c'est une chance. Celle d'une sortir d'une situation parfois difficile, celle de sortir d'un territoire dans lequel on se sent parfois enfermé, et celle surtout de s'épanouir, de se révéler à travers des savoirs nouveaux, à travers des connaissances nouvelles, à travers un parcours professionnel enthousiasmant. Donc c'est une mission extrêmement complexe qui nécessite là encore de travailler dans le temps. On ne change pas l'éducation nationale en 3 ans, on la changera en 10 ans, en 15 ans, dans une génération, mais en posant les pierres les plus solides, on a des chances de construire un édifice demain qui soit extrêmement intéressant et très performant pour notre pays. Et l'uniforme à l'école, gadget ou nécessité? Non, pas nécessairement gadget. Moi, je suis par nature intéressé de voir les expériences se dérouler. Je pense qu'on doit plus souvent aller voir ce qui se passe ailleurs, dans les pays qui, en Finlande, en Norvège ou ailleurs, ont des performances bien supérieures aux nôtres. Il faut être très attentif au bien-être de nos jeunes. Quand on vante les mérites de la Corée du Sud, de pays asiatiques, je suis d'accord sur le plan des performances, mais quand on voit le taux de suicide des jeunes dans leur pays, voilà, il faut être très vigilant sur ces questions. Pourquoi pas tenter l'expérience de l'uniforme si ça donne de bons résultats, si ça apaise les relations dans le cadre éducatif où les phénomènes de harcèlement, où les inégalités se voient parfois beaucoup, où le déterminisme social a tendance à se reproduire. Voilà, tentons cette expérience, mais ne la prenons pas comme la solution. Je pense que c'est une multitude de solutions qu'on doit expérimenter. On va ouvrir une page un peu plus politique, même si tout ce dont on vient parler évidemment éminemment politique aussi. Aujourd'hui, Franck Leroy est affilié à quel parti? Est-ce que vous êtes adhérent à un parti? À aucun. Donc Horizon, effectivement, vous êtes tenu par. Je suis proche d'Horizon. Je rappelle, voilà, vous étiez adhérent à Horizon. Mes convictions restent les mêmes. Et une des conditions, enfin moi je présente comme ça, une des conditions pour que vous ayez une majorité, j'allais dire stable à la région, vos collègues LR ont demandé, voilà, que vous ne soyez plus adhérent Horizon, au moins que vous ne portiez plus le drapeau. Non, Horizon, ils ne l'ont pas demandé, c'est moi qui l'ai proposé. Mais bon, j'avais entendu leurs propos et j'ai trouvé qu'évidemment, on a une situation particulière à la région. On a une majorité très solide depuis 2016 qui en fait va de grosso modo de LR, l'univers centriste, des indépendants et une partie d'élus qui se reconnaissent dans l'action du président de la République. C'est une originalité. Cette majorité régionale, l'État en rêve, le gouvernement actuel en rêve. Bon, considérons que c'est un atout. Mais ça nécessite qu'on ait beaucoup de dialogue entre nous. Et je dois dire que l'atmosphère qui règne dans notre majorité est intéressante et même très positive. Et vous l'avez sans doute vu que des élus d'opposition, lors du vote du budget vendredi, ont voté avec nous, tout en affirmant qu'ils ne souhaitaient pas forcément être dans la majorité. Voilà, Christophe Chauzereau, voilà, il a été très clair, disant macroniste. Voilà, on ne souhaite pas forcément être dans la majorité, mais en tout cas, on reconnaît que le travail que vous faites est un bon travail. Donc c'est plutôt encourageant. On voit plutôt, par ces temps qui courent, les majorités se rétrécir. La nôtre, elle est plutôt confortée par le fait que des groupes d'opposition, finalement, nous encouragent à poursuivre dans la même voie. On va les entendre, ils ne sont pas dans la majorité, mais quelque part, ils se montrent constructifs et c'est plutôt positif, en tout cas un message positif. À nous de tracer notre route, à nous d'avancer, parce que je crois que le meilleur moyen de lutter contre les extrêmes, c'est d'être efficace dans l'action qu'on mène. Les maires, les présidents de métropole le démontrent un peu partout. À nous d'être efficaces à notre niveau pour éviter qu'on sombre dans cette aventure qui serait mortifère pour notre pays. Je pèse mes mots. Quand on regarde l'attitude du Rassemblement national, quand on regarde l'attitude de ses élus, on a des gens qui sont, on va dire, ouvertement racistes. Les propos inqualifiables de Laurent Jacobelli à l'égard de son collègue Belkir Belhaddad sont absolument scandaleux. Enfin, on ne devrait jamais voir ce genre de choses. Ça traduit la réalité. Et puis, face au problème, regardez à l'échelle européenne, ils sont associés à l'AfD, qui est le parti néo-nazi. Est-ce que franchement, on souhaite en France être dirigé par un pays qui est l'allié des néo-nazis allemands? Enfin, ça paraît lointain, mais c'est ce qui peut potentiellement arriver demain. Et puis sur la plupart des sujets de société, sur la plupart des sujets économiques, on n'a strictement aucune proposition du Rassemblement national qui surfe simplement sur le malheur des gens,
sur l'inquiétude des gens. Cette inquiétude, on doit l'entendre, mais la démagogie, c'est par définition dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ça n'est pas prendre ses responsabilités. Pour autant, ici même à votre place, il y a un mois, Michael Weber, donc le sénateur socialiste de Moselle et également conseiller régional, vous reprochez d'être trop tendre vis-à- y du Rassemblement national, en tout cas à la région. Moi, j'observe que partout considère que je suis extrêmement dur à leur égard, donc je pense que Michael Weber a dû se rendre compte lors de la dernière séance. Moi, je ne fais aucun cadeau au Rassemblement national parce qu'il représente un danger pour la démocratie. Et la démocratie, c'est notre bien le plus cher. Et en même temps, il n'apporte aucune solution. Si ce n'est, par exemple, je vous cite, ça nous a valu un duel avec Laurent Jacobelli, quand on propose ce que propose le Rassemblement national, de vérifier les propos de tous les artistes qu'on soutient à travers des festivals, de s'assurer qu'ils pensent bien la même chose. C'est plus la démocratie, c'est plus la liberté d'expression. Et je ne pense pas que demain les Français aient envie de tenter une expérience qui consisterait demain à réduire sa capacité d'expression. On est le pays de la liberté, on est le pays des droits de l'homme. On doit veiller à entendre tous les discours dans notre pays, à partir du moment où ils sont dans le cadre républicain, évidemment, et c'est le cas, en tout cas aujourd'hui. Pour autant, les idées du Rassemblement national semblent continuer à progresser dans le pays. Les sondages, en tout cas, les résultats aux dernières élections, évidemment, le prouvent. Et les sondages sont inquiétants aussi sur ce point-là, y compris les sondages, ceux pour les européennes. Alors, comment peut-on faire pour... Mais ça ne veut pas dire que les gens adhèrent au Front National. Ça veut dire qu'on a... Dans les gens qui votent Rassemblement national, il y a des gens qui sont excédés par le fait de se trouver depuis trop longtemps face à certaines difficultés et en ayant le sentiment que ce qu'on appelle la classe politique est sourde à leurs problèmes. Je pense qu'il faut régler les problèmes les uns après les autres. Et c'est par l'efficacité de l'action publique qu'on combattra le plus efficacement le Rassemblement national. Ça, c'est une conviction profonde. Ça ne sert à rien de culpabiliser les gens. Il y a des gens qui comme vous et moi, parce qu'ils sont excédés par un problème, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus, parce qu'ils ont le sentiment que le pouvoir est sourd, quel que soit le niveau du pouvoir, est sourd à leurs attentes, se disent par dépit, pourquoi pas le Rassemblement national. Sauf que ce n'est pas une solution, c'est une impasse, une imposture de la part du Rassemblement national, de laisser croire qu'il est porteur d'un avenir pour notre pays, pour nos ruralités, pour nos villes. On aura l'occasion de le démontrer dans les mois qui viennent. De quelle manière ? D'abord en avançant sur nos politiques et en dénonçant l'attitude du Rassemblement national. Je vais citer un exemple très concret. On a déployé la fibre optique partout dans le territoire. Le seul groupe qui n'a pas voté pour le déploiement de la fibre optique en campagne, c'est le Rassemblement national. Bon, quand on dit qu'on veut l'avenir des ruraux et qu'on ne permet pas aux ruraux d'accéder à la fibre optique, ça veut dire qu'on n'a surtout pas envie que la ruralité se modernise, progresse. On a envie d'entretenir la ruralité dans une forme de dépendance, dans une forme d'abandon, et c'est la signature du Rassemblement national, avec beaucoup de cynisme, parce qu'évidemment, un certain nombre d'électeurs en territoires ruraux pensent que le Rassemblement national peut être la solution. En réalité, il n'apporte aucune solution. Vous parliez tout à l'heure de votre majorité, et en comparaison, j'allais dire, en opposition, la majorité présidentielle relative à l'Assemblée. Donc on est actuellement, là, à l'heure où on se parle, on ne sait pas encore quelle va être l'issue de la loi sur l'immigration. Actuellement, la commission mixte paritaire se réunit. Quel est votre regard, déjà d'une part sur cette difficulté à avancer, à trouver un accord, et d'autre part sur la loi en tant que telle. Déjà sur la difficulté de trouver un accord c'est le propre de la majorité avec la LR notamment. Voilà, c'est le propre d'un gouvernement qui n'a pas de majorité au Parlement, donc il est obligé de godiller, d'avancer un petit peu en essayant d'obtenir des majorités de circonstances. C'est un peu regrettable parce que notre pays perd en efficacité. Moi, ce que je voudrais surtout dénoncer, c'est le petit jeu des extrêmes qui ont tout intérêt à installer le chaos dans le pays, sous des formes diverses. L'extrême gauche l'a démontré en étant en appui de toutes les initiatives qui ont pu justifier l'inqualifiable. Ce qui s'est passé au Proche-Orient le 7 octobre dernier, qui n'a pas été dénoncé par l'extrême gauche, c'est gravissime, parce que ça va dresser une partie des Français contre les autres. Ce que fait l'extrême droite en encourageant là aussi l'affrontement sous des formes diverses, c'est parfaitement condamnable. Ce qui est regrettable, c'est qu'on n'arrive plus à se parler dans ce pays. En tout cas, au niveau national, on a le sentiment que chacun joue sa carte personnelle, chacun espère tirer bénéfice d'une situation conflictuelle, et au bout du compte, notre pays n'avance pas au rythme auquel il devrait avancer. On n'a pas cette difficulté-là dans nos régions, quelles que soient nos régions, qu'elles soient gérées par la gauche, par la droite, par le centre. On a des majorités solides et ça nous permet d'avancer. Et chaque région avance avec ses atouts, avec ses politiques, ce qui montre bien qu'il y a de la diversité en France et qu'il faut peut-être imaginer
une pratique du pouvoir plus décentralisée, où on teste de nouvelles politiques publiques dans telle ou telle région. Et je suis persuadé que c'est un moyen de moderniser notre pays sans se heurter, comme on le fait souvent quand on aborde tout de manière centralisée, finalement à l'agrégation des oppositions qui, pour des raisons très diverses, on l'a vu sur les retraites. Sur les retraites, même des élus qui étaient pour la retraite à 65 ans ont trouvé le moyen de voter contre cette réforme. Donc ça prouve bien qu'en cristallisant sur les oppositions, on n'avance pas, là où nous on prône, moi où je prône à mon niveau, le fait d'avancer de manière peut-être plus pragmatique, de travailler beaucoup en amont avec les forces politiques qui nous soutiennent pour qu'au bout du compte se dégage une majorité qui avance. Et sur la loi sur l'immigration, est-ce que vous pensez qu'elle commence à vouloir trouver un accord quoi qu'il arrive, j'allais dire, avec les LR? Est-ce que voilà, elle devient pas trop, elle penche pas un peu trop à droite vers l'extrême droite? Elle est un peu trop dure. L'idée d'une immigration zéro est une imposture intellectuelle. On a besoin d'immigration. Il y a toujours eu besoin d'immigration. Alors, quand on a besoin d'immigration, ça ne veut pas dire qu'on ouvre grand les portes. C'est là qu'il faut trouver des solutions, mais certains pays l'ont trouvé à travers les quotas d'immigration, et sont des pays démocratiques. Pourquoi ne pas aller dans cette direction-là? Mais dire que demain on n'accueillera plus un seul immigré, ce serait mettre par terre des secteurs entiers de notre économie. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc ayons une approche pragmatique du sujet, arrêtons d'agiter les symboles, etc. Ça sert à rien, et ça, si ce n'est d'entretenir un climat de tension dans notre pays. Avançons de manière pragmatique. On a besoin de populations immigrées dans un certain nombre de métiers. Travaillons filière par filière, métier par métier. Avançons de manière pragmatique et on verra qu'on fera ainsi dégonfler ce mythe de l'immigration ou de la submersion que développe le Rassemblement national. Encore une ou deux questions politiques, après on passera la parole à l'auditoire s'il y a des questions. Donc vous avez, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, votre proximité, en tout cas politique, intellectuelle, avec le parti Horizon. Est-ce que vous allez pouvoir continuer, j'allais dire, allez, je vais être un peu provocateur, à garder votre drapeau dans la poche, au fur et à mesure que les échéances électorales vont arriver? Il y a les élections européennes qui vont arriver, il y a ensuite évidemment, tous en tête, la présidentielle. Alors j'ai jamais gardé de toute ma vie mon drapeau dans la poche. Mon drapeau, c'est les valeurs. Je suis par exemple profondément européen. Et l'avenir de la France sans l'Europe n'existe pas. Pareil, le Rassemblement national aujourd'hui surfe en tête des sondages, mais que propose le Rassemblement national sur l'Europe, si ce n'est de détricoter l'Europe et d'affaiblir l'Europe? Voilà, moi je suis résolument européen. L'une des raisons qui font que j'ai soutenu Emmanuel Macron en 2017, c'était le seul dans l'offre politique de l'époque à revendiquer l'ancrage européen et la nécessité de travailler autour du développement de l'Europe. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel il a plutôt pas mal réussi. Mais mes valeurs, je les ai toujours annoncées. J'ai toujours été un élu de centre-droit, un humaniste, j'allais dire combattant des extrêmes, parce que ces extrêmes n'apportent aucune solution à notre pays, et au contraire, risqueraient demain de défaire l'unité nationale par des mesures qui seraient totalement inadaptées à notre pays. Alors, pardonnez-moi d'apporter peut-être trop d'importance aux questions politiques, aux politiciennes, mais dans quelques mois, encore une fois, il y a les européennes. Quelle liste soutiendra Franck Leroy? Est-ce que ce sera plutôt la liste de la majorité présidentielle actuellement, Renaissance avec Horizon certainement, ou LR? Je soutiendrai la liste Renaissance comme je l'ai fait il y a 5 ans, parce que c'est la liste, en tout cas, si je regarde les têtes de liste, alors je ne connais pas la tête de liste de la liste Renaissance, mais ce sont des Européens convaincus. Je suis un Européen convaincu. Je l'avais déjà fait il y a 5 ans, là où Jean Rotner avait fait un choix différent à l'époque. La liste Bellamy de LR, Bellamy, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, c'est quelqu'un qui vient du mouvement de Philippe de Villiers, qui est un anti-européen au départ, qui a peut-être un peu évolué sur le sujet, mais je ne me vois pas soutenir cette liste parce que je fais partie des gens du centre-droit qui ont toujours eu j'allais dire un intérêt, plus qu'un intérêt pour l'Europe. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique quand j'avais 14 ou 15 ans. L'Europe, c'était un rêve pour nous. Et j'ai soutenu Simone Veil, j'ai soutenu tous les candidats qui portaient une ambition pour l'Europe et pour la France. Et je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'on vienne tout déconstruire, qu'on veuille subitement que le droit européen passe sous le droit français, ce qui veut dire renier tous les engagements européens de la France. Donc ma position a toujours été très claire, elle sera toujours très claire, et je serai derrière les Européens lors des prochaines élections européennes. Et pour la présidentielle, Édouard Philippe a raison de s'y préparer?
Oui, alors moi, il ne m'a jamais parlé de son ambition, mais on la devine. Mais je pense qu'il fait partie des gens, il n'est peut-être pas le seul, mais il fait partie des gens qui ont une stature d'homme d'État et qui sont capables de porter le flambeau. Il a été un Premier ministre assez remarquable d'Emmanuel Macron au début de son mandat. Il s'est heurté au pire des crises. C'est pourtant quelqu'un qui a toujours su garder le cap et j'en veux pour preuve la popularité dont il est joué aujourd'hui, ce qui n'est pas non plus totalement anodin. Maintenant, il peut se passer énormément de choses d'ici les élections de 2027. On sera très attentif, mais on sera aussi très engagé. En tout cas, ce sera mon cas. Ultime question, vous avez été pressenti pour prendre la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transport, donc on voit en plus un sujet que vous maîtrisez bien et on l'a vu au début de cet entretien. On en est où de la procédure? Je crois que vous avez encore... Demain matin, je passe devant le Sénat, je suis passé devant l'Assemblée nationale en audition mercredi dernier. Demain matin, donc, je serai au Sénat et j'essaierai de convaincre les sénateurs du bien fondé de ma candidature. Le président de la République m'a fait l'honneur de me proposer à ce poste parce que, surtout, je suis président de région et président de la commission mobilité des régions de France. C'est-à-dire que aujourd'hui, qui finance les infrastructures de transport dans notre pays? C'est d'une part l'État, d'autre part les collectivités territoriales et notamment les régions. Donc c'est bien que dans cette structure qui est paritaire, il y a 6 représentants de l'État, 6 représentants des collectivités locales, ce soit un acteur représentant les collectivités locales qui est cette présidence. Gérard Longuet, dans notre région, avait exercé cette présidence, mais après avoir été président de région, aujourd'hui, les choses changent beaucoup. Les régions sont vraiment au cœur de la problématique des transports. Et le fait que nous avons signé un protocole d'accord avec Clément Beaune qui montre bien que dans notre région, 700 millions d'euros d'investissement de l'État, 700 millions d'euros de la région. Donc on est à parité sur beaucoup de contrats de plan État-région. C'est la même chose dans la région sud et dans d'autres régions. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, État et région doivent se parler. Si demain, l'agence de l'État, qui est un établissement public de l'État, est confiée pour sa présidence du conseil d'administration à un élu régional, ce serait moi, ce serait un autre, ce serait la même chose. C'est un acte important et un témoignage à la fois de confiance et de partenariat extrêmement important pour les régions. C'est pas incompatible avec votre mandat de président de région? Non, du tout. Est-ce que c'est une étape avant une entrée au gouvernement? Non. Enfin, qu'on vous le propose, évidemment. Non, d'abord, on ne l'a pas proposé. Et ensuite, j'ai pris des engagements à l'égard de ma majorité, c'est de rester à mon poste jusqu'en 2028. Donc, si demain, vous avez un coup de fil je déclinerai. Ou de l'Élysée, je déclinerai parce que d'abord, ce n'est pas dans mes aspirations personnelles. Peut-être que si j'avais 45 ans, au lieu d'en avoir 60, j'aurais peut-être cette ambition. Ce n'est pas mon cas. Et parce qu'il y a un formidable travail à faire dans cette région, qui a des atouts exceptionnels et qu'il faut absolument valoriser. Et cette région a besoin d'une stabilité dans sa présidence. Donc, si mes collègues le veulent bien, je resterai leur président jusqu'en 2028. Merci Franck Leroy. Voilà, on peut passer à des questions de la salle. Donc, il y a plusieurs bras qui se lèvent. Ici, là et ensuite devant. Bien. Bonjour Président. Noël Joiville, président du conseil d'administration de l'UEM à Metz. On a eu l'occasion déjà de discuter lors de votre passage à l'invitation de Bernard Serin au Parège. J'ai bien noté 2 choses et j'ai 2 vœux. Le premier, vous allez faire le tour des départements et vous serez donc mosellan à un moment donné. Je vous rappelle, l'UEM, c'est une société ex-régie d'énergie qui travaille énormément et qui se développe énormément dans les énergies renouvelables, le photovoltaïque, le chauffage urbain, etc. Je vous invite à l'UEM, lors de votre passage en Moselle, pour une visite et un déjeuner de travail, pour que vous puissiez bien appréhender ce qu'est cette entreprise locale qui travaille au profit des territoires locaux et qui, précisément, répond aux attentes des élus et des populations sur le service de proximité. Et puis enfin, je crois que vous êtes en train d'engager avec l'État la révision ou la modification du SRADET. En tant qu'acteur économique, nous sommes à votre disposition pour des échanges, des concertations, comme vous le déciderez dans l'organisation que vous mettez en place. Merci beaucoup. Alors, je réponds favorablement à votre invitation. Je ne commence pas mon tour de la région, hein, ça fait 11 mois que j'y suis. Hein. Mais je vais le faire peut-être de manière un peu différente. En tout état de cause, la question des déchets est une question centrale qui justifiera qu'on modifie effectivement le SRADET très certainement dans le courant de l'année 2024, qu'on enclenche le processus. On est en train de modifier le SRADET actuellement sur la partie zéro artificialisation nette, puisque le SRADET a l'obligation d'incorporer les lois qui s'appliquent à
tous. Donc on fait cette modification actuellement. La suivante, elle sera très certainement sur les déchets parce que le développement de l'économie circulaire, les évolutions dans le monde des déchets, qu'on ait demain du réemploi, du recyclage, de la valorisation énergétique ou d'autres formules, c'est un enjeu extrêmement important pour notre territoire. Bonjour, André Boussert, donc président de l'Union des entreprises de Moselle du réseau MEDEF. Alors, avant de poser ma question, je voulais déjà vous féliciter. Vous êtes le premier élu que j'entends parler des élections européennes et du risque du Rassemblement national. Et à chaque fois, j'interpelle les gens, et Stéphane le sait bien, sur ce sujet, parce que je pense que l'heure est grave et on a besoin de l'Europe, même si on a un peu peur de toutes les directives qui nous sortent, mais sans Europe, la France n'est rien. Donc ça, c'était déjà une parenthèse. Je voudrais revenir sur la mobilité, parce que on ne vous a pas entendu sur les liaisons nord-sud et sur l'avenir de l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Donc je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet-là. Sur la liaison nord-sud, je pense que vous pensez à la liaison Nancy-Lyon. Metz-Nancy-Lyon, oui. Metz-Nancy-Lyon, c'est-à-dire effectivement le débouché sud-lorrain. C'est un sujet qui avance en ce moment. On est en discussion avec le ministre qui a fait la proposition déjà d'en faire un train d'équilibre du territoire, donc un financement 100% État à partir de 2029. Il nous faut donc résoudre l'équation pour les 5 années qui nous séparent de 2029. Et on essaie de trouver aujourd'hui une combinaison avec des financements d'État qui pourraient, j'ai cru le comprendre vendredi, dépasser les 50%, alors que jusqu'ici l'État s'arrêtait à 50%. Financement régional et financement des autres collectivités. C'est important parce que ce débouché, il existait avant, il fonctionnait, et c'est malheureusement à cause de travaux en gare de Lyon-Pardieu que ce service a été interrompu, et il offre un débouché assez évident vers le sud, vers Dijon, vers Lyon, et il faut absolument qu'il reprenne. Donc on est dans cette discussion avec la direction des infrastructures côté État, qui d'abord nous a présenté un devis assez raisonnable, même un peu trop raisonnable à notre groupe. Ensuite, nous a présenté un deuxième devis multiplié par 4. Personne n'y comprend rien et le ministre est assez mécontent sur le sujet. Donc on espère pouvoir aboutir au début d'année 2024, donc d'ici 1 mois ou 2 mois. Sur l'autre sujet, je suis un peu gêné pour m'exprimer parce qu'on vient de confier une mission d'audit au président de la Cour des comptes, mais sur l'ensemble des aéroports. Sur l'ensemble des aéroports, parce qu'effectivement, c'est un atout d'avoir un aéroport aujourd'hui, qui plus est à un moment où l'aéroport de Luxembourg approche de la saturation. Donc il y a très certainement des solutions en la matière, mais je ne veux pas me prononcer trop vite parce que je sais qu'il y a des discussions en cours et je ne veux pas venir les perturber par mes déclarations. Et ensuite, dans la mesure où on a confié au président de la Chambre régionale des comptes une mission d'analyse et d'audit sur ces aéroports, on sera très attentif à ce qu'il en ressort. Mais pour moi, disposer d'un aéroport est forcément un atout pour un territoire. Maintenant, il faut arriver à équilibrer cet aéroport, à sécuriser le trafic qui s'y trouve. Et puis on ira aussi, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'aéroport, les poils s'hérissent sur les bras de nos amis verts, voilà. Mais l'évolution du monde de l'aérien va aussi incorporer demain des énergies de moins en moins fossiles et de moins en moins nocives pour la planète. Donc c'est pareil, à chaque fois qu'on parle des routes, on nous accuse d'aller à l'encontre de la transition écologique. Les routes, c'est 85% des Français qui les utilisent au quotidien. Donc il faut évidemment s'occuper de nos routes, il faut encourager des pratiques plus vertueuses, mais on ne peut pas du jour au lendemain, parce que c'est mauvais pour la planète, tout arrêter. Le principe d'une transition, c'est qu'elle s'opère sur un temps long. On le voit que le secteur automobile est en train d'électrifier l'offre automobile, ça prendra 15 ou 20 ans. Donc pourvu que ces transitions soient en cours, c'est à mon avis ce qu'il faut retenir des évolutions actuelles. Qu'il faut parler multimodal, quoi. Bien sûr, bien sûr. Merci. Merci André. Je crois que Dominique Gros avait levé la main. Exactement. Monsieur le Président, bonjour. Vous êtes assez convaincant sur le dossier des chemins de fer, puisque vous avez réussi à finalement trouver un projet et faire payer les principaux bénéficiaires, qui sont les frontaliers et surtout le Luxembourg, puisque le Luxembourg a besoin de main-d'œuvre. Et j'ai compté, il y a eu 100 millions d'abord d'engagés, puis après ça à nouveau 110 millions. Et 50 millions encore pour Montigny, ça fait un ensemble
qui commence à avoir de la gueule quand ce sera vraiment dépensé par le Luxembourg. Mais ça fait quand même 6 ans qu'il nous avait proposé de l'argent à l'époque. Donc, par rapport aux 800 millions que les frontaliers payent tous les ans d'impôts au Luxembourg, finalement, c'est pas tant que ça. Alors, je voudrais vous faire une proposition. Oui, c'est à peu près 7 000 euros par frontalier et par an d'impôts directs payés au Luxembourg. Hein. Ça fait à peu près 800 millions. Il faut l'avoir en tête quand vous discuterez avec Xavier Bettel, puisque maintenant, il va être votre interlocuteur. Alors, je voudrais revenir sur l'autoroute. Hein, les péages, ça fait, en faisant les calculs de 47 semaines, 5 jours par semaine et 4 euros x 2, hein, ça fait à peu près 1 900 euros par an et par frontalier. Est-ce que vous croyez... Donc c'est un paquet quand même assez significatif qui va s'ajouter aux 8 000 euros de moyenne, aux 7 000 euros de moyenne d'impôts. Est-ce que vous ne croyez pas que Luxembourg, qui est quand même le principal bénéficiaire des efforts que nous faisons dans la mobilité en sa direction, devrait participer à l'autoroute de façon à soulager les frontaliers de cette charge nouvelle qui ne va quand même pas être négligeable puisque c'est à peu près autour de 2 000 euros. Alors, il n'est pas interdit aux employeurs d'aider leurs employés dans leur parcours. Il y a même des règles qui existent en la matière. Mais ça fait partie des discussions qu'on aura avec Xavier Bettel et les responsables luxembourgeois. Je dois bientôt rencontrer le nouveau ministre des Transports en la matière. Ce sont des partenaires, ce sont des gens qu'on respecte beaucoup, qui ont un certain nombre d'intérêts au développement des transports entre notre région et le Luxembourg. Voilà, j'ai pas pour habitude d'utiliser une émission pour interpeller le Luxembourg. Quand j'ai besoin de le faire, je le fais directement. Ce que je souhaite privilégier, c'est une approche partenariale et constructive, c'est-à-dire qu'on progresse sur cet horizon du développement du Luxembourg et du développement de nos territoires. Je pense que sur un certain nombre de sujets, on peut se retrouver. On peut co-investir sur des infrastructures de transport, on l'a démontré. On peut demain aussi, pourquoi pas, imaginer de co-investir sur des structures de formation. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on forme des infirmières en Moselle, un certain nombre d'entre elles vont au Luxembourg. Je pense qu'il faut plutôt imaginer des dynamiques communes et des démarches constructives plutôt que des interpellations qui peuvent être certes être séduisantes sur le plan intellectuel, mais qui pourraient peut-être susciter des grincements qui seraient en tout état de cause contre-productifs. Donc je privilégie toujours le pragmatisme, c'est un peu ma signature. Et jusqu'ici, ça m'a plutôt pas mal réussi, donc j'ai l'intention de persister dans cette voie, mais c'est une idée que je retiens en tout cas, qui n'est pas inintéressante. Merci pour tout cet échange et encore bravo pour l'investissement que vous menez en termes de mobilité, pour la mobilité sur cette région. Mais je voudrais quand même revenir sur l'axe ferroviaire Metz-Lyon en insistant sur une petite chose quand même, c'est la durée du trajet. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'investissements qui sont faits significativement sur la voie, et si on a un train qui reste entre 4 et 5 heures entre Metz et Lyon, malheureusement, j'ai peur que le succès soit pas au rendez-vous et que ça justifie finalement, ou que ça donne raison en tout cas à ceux qui... donc je crois qu'il faut viser effectivement des investissements qui sont certainement lourds, et dans quelle échéance on peut les espérer pour rendre cette ligne attractive, à savoir avec une durée qui devrait être entre 3h et 3h30. Alors, je souscris à 200% à vos propos, parce qu'effectivement, si on met 5h30 ou 6h pour aller à Lyon, personne n'ira et passera par Paris. Bon. Mais donc, il faut travailler sur cette dimension, et ça nous ramène à la discussion tout à l'heure, à savoir qu'on a en France pris un retard considérable sur nos infrastructures de transport. Au nom du tout TGV, on a oublié tout le reste. Tout le reste, c'est le ferroviaire dans nos agglomérations. Tout le reste, c'est ces lignes d'équilibre du territoire. On appelait ça les grandes lignes autrefois. Tout le reste, c'est les lignes de desserte fine du territoire. Et aujourd'hui, on a devant nous un gigantesque effort à faire en matière d'investissement, parce que si vous voulez avoir des transports qui demain séduisent nos concitoyens qui aujourd'hui sont dans leur voiture, il faut qu'on ait un système des services performants, et ces services performants passent par une infrastructure performante. Qui plus est, on a devant nous le risque lié au réchauffement climatique, qui on le sait, est de nature à perturber nos systèmes de transport. La chaleur, les caténaires n'aiment pas trop, et les rails non plus. Donc il faut vraiment qu'on ait un investissement massif en dizaines de milliards d'euros dans les années qui viennent sur nos infrastructures de communication pour remettre à niveau notre pays en la matière. L'Allemagne l'a fait, l'Italie l'a fait, est en train de le faire. Voilà, à nous d'être au niveau de cet enjeu, et ça veut donc dire sur une liaison vers le sud, si on veut la pérenniser, si on veut qu'elle soit performante en temps, c'est qu'on ait des trains qui soient capables de rouler à une vitesse soutenue, et pas comme des tortillards, sinon on n'aura personne dans le train. Donc vous avez totalement raison.
Merci, ce sera donc le mot de la fin. Merci Franck Leroy pour votre participation à Sans Filtre, réalisé en partenariat avec l'Union des entreprises de Moselle, la Maison Bianchi et Orange. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine et au nom de la semaine et de tous nos partenaires, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci.